vas avoir 4 capteurs de chaque côté sur tes ischio-jambiers, 2 sur les quadris et 2 sur les fessiers. J'ai l'impression d'être un cyborg, là. T'es un cyborg. Oui. Drive. Allez. Plus on va se rapprocher du haut niveau mondial, plus on va avoir des petits détails qui vont faire gagner 1 centième de seconde, 2 centièmes de seconde. Mais ces petits détails accumulés, eh bien, on peut se retrouver à 1/10 et 1/10. Ça peut être aussi un podium international, ça peut être un podium olympique, ça peut être un podium mondial. Et roule. OK. Un podium mondial. Une médaille olympique. Aujourd'hui, des centaines de scientifiques travaillent dans l'ombre des athlètes français. Des gestes, à l'équipement, en passant par le cerveau, ils repoussent les limites du corps humain. Quasiment 5-6% de plus. C'est top, là. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, c'est une autre équipe de France, celle des scientifiques, qui nous a permis de rentrer dans les coulisses de la performance. De toute l'histoire, il n'y a que 3 Françaises qui sont allées chercher ce palier, ok? Allez, t'en balances 10 maintenant! Infrastructure, technologie, data. La science éclaire d'un jour nouveau la devise olympique. Plus vite, plus haut, plus fort. À Paris, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, l'INSEP, est l'épicentre du sport de haut niveau français. Parmi les disciplines qui s'entraînent à l'INSEP, il y en a une qui est synonyme de performance plus que toute autre. Aller plus vite. Être le plus rapide. À 27 ans, c'est la raison d'être d'Harold Achiyao, l'un des meilleurs sprinteurs français. Il court le 100 mètres en 10 secondes 18. Mais d'après son entraîneur, Harold pourrait aller beaucoup plus vite. Son gros atout, c'est la vitesse lancée. Quand il est lancé, il va très très vite. Par contre, il a une bonne marge de progression sur la phase de création de vitesse qu'on appelle la mise en action. Donc le départ du bloc. Les 30 premiers mètres, on dira. Lorsqu'il court, Harold utilise plusieurs groupes musculaires. Les fessiers, les quadriceps devant la cuisse, les ischio-jambiers derrière ou encore les mollets. Alors comment savoir sur quels muscles travailler? Pour améliorer la performance d'Harold, son entraîneur a besoin de données spécifiques sur son sprinter. À l'INSEP, c'est la mission du programme Fulgure. 30 scientifiques au service de la performance. Attends, je vais resserrer un petit peu. Des tests de force. Ils vont permettre de déterminer le profil des muscles qu'Harold engage lors du sprint. Bon, t'as briefé sur ce test ou pas? Non. Le principe, pousser le plus fort possible pour déterminer la puissance maximale de chaque muscle. Donc là, le but, c'est d'être plus fort que la machine. OK. J'ai besoin d'éléments qui me permettent de voir s'il y a un déficit d'un côté et de l'autre, s'il y a une régulation à apporter. Et ça, quand on fait les tests en laboratoire, on a la possibilité de cibler où l'athlète est et où on veut l'amener. Allez, t'es prêt? À fond, critère de maximalité. 3, 2, 1, go! Go!
Dernier. Allez, à fond. 3, 2, 1, go! C'est bon. L'entraîneur habitué, aguerri, il voit certaines choses, mais ce qu'on voit, on ne peut pas le quantifier. Et là, la science peut permettre de quantifier les choses. T'es prêt? Oui. 3, 2, 1, go! 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 Bien. On peut voir, donner une force, donner une puissance sur un mouvement, sur un geste, sur une performance. Les chercheurs vont également évaluer la souplesse des muscles d'Harold. Un paramètre critique pour réduire au minimum le risque de blessure. L'ischio-jambier, c'est un muscle qui est derrière la cuisse. C'est un muscle qui est hyper important pour le sprinter dans le sens où, une fois lancé, c'est le muscle qui va venir tracter avec le plus de force possible le sol sur un temps de contact très bref au sol. Et on va dire que 80% des sprinters, quand ils ont une lésion, c'est surtout sur la chaîne postérieure et sur les ischios. Les données récupérées révèlent qu'Harold doit accroître l'élasticité de son biceps fémoral, l'un des 3 muscles qui composent le groupe des ischio-jambiers. Grâce à cette information, son entraîneur pourra lui prescrire des étirements spécifiques pour réduire le risque de blessure. Voilà, applique-toi. Mais les données récoltées par les chercheurs au cours des prochaines semaines vont lui permettre d'aller beaucoup plus loin. Grâce à un programme d'entraînement sur mesure adapté à la physiologie d'Harold. Hop! Allez, ça pousse, allez, allez, allez! Être le plus rapide. Aller plus vite. C'est l'obsession de l'équipe de France d'aviron. L'aviron est un sport physiquement exigeant. Les rameurs utilisent 90% des muscles de leur corps. Lors d'un effort non seulement intense, comme le sprint, mais aussi prolongé, comme un sport d'endurance. Objectif, 2000 mètres. 2000 mètres, pendant lesquels un rameur donne entre 220 et 240 coups d'aviron. Ok, c'est mieux derrière, là. Garde ça, cette volonté d'étirer. Voilà. Pour être le plus rapide, la puissance est un élément décisif. Et ce qui détermine cette puissance, c'est avant tout l'amplitude de chaque coup de pelle. Théophile Onfroy, 31 ans, est l'un des rameurs les plus accomplis de l'équipe de France d'aviron. Mais pourrait-il être encore plus rapide? Son entraîneur, Alexis Besançon, estime qu'il peut encore gagner en amplitude. Pour cela, il peut jouer sur les réglages de l'embarcation, notamment sur la position du rameur. Val, j'ai besoin que tu soulèves là, s'il te plaît. Ce qu'on va faire, c'est que tu montes d'un cran ta coulisse et tu montes un cran le calpier. Mais aussi sur l'angle d'attaque des pelles, situé au bout de l'aviron. Ou encore, sur la longueur des avirons eux-mêmes. Les longueurs de pelle, c'est bon, Johan? Ouais, c'est bon. Un élément déterminant pour gagner en amplitude. Donc là, quand je bouge l'aviron, l'angle bouge. Si lui, je veux lui faire gagner 4 degrés derrière, il faut qu'il emmène sa poignée 6 cm plus loin vers la boule du bateau. S'il est ici, il emmènera son bateau plus loin vers la ligne d'arrivée. Et moi, le moyen que j'ai, c'est de réduire le levier intérieur, donc la distance qu'il y a entre ici et là. Si je réduis cette distance-là, ce sera plus facile pour lui d'amener vers lui l'aviron. Et pour ça, je vais déplacer le collier vers la palette.
Je suis à 89 cm. Et là, du coup, je vais le diminuer à 88 cm. 88 cm, c'est ce qu'on cherchait à avoir. Mais comment savoir si ce nouveau réglage va permettre à Théophile d'être plus performant? La réponse, c'est son embarcation qui va la donner à l'entraîneur. Ici, on a instrumenté le bateau avec différents capteurs. Donc, on a un premier système avec un boîtier qui enregistre, avec des câbles qui sont reliés jusqu'à la dame de nage ici. Ça va permettre d'enregistrer l'angle de la dame de nage. Donc, 0 degré lorsque la dame de nage est parallèle au bateau et que la pelle est donc perpendiculaire au bateau. Et puis ici, différents angles lorsque le rameur tourne sa palette dans la dame de nage, donc dans le U noir en plastique. Grâce à ces boîtiers, Alexis Besançon va pouvoir accéder en direct aux données de vitesse, de puissance et surtout d'angle des rames de l'embarcation. Ouais, Théo, c'est mieux là, c'est plus long derrière. Garde ça. Le boîtier que je tiens dans mes mains, c'est un boîtier de télémétrie. Et donc, j'ai en direct, en fait, la puissance qui développe, donc ça c'est très important, et ses amplitudes. Ouais, t'as gagné 2 degrés là, on garde. Donc là, il touche du doigt ce qu'il doit faire pendant 2000 mètres sur une finale olympique. Première chose, sur les données globales, c'est la meilleure vitesse. C'est ta meilleure puissance. En tout cas, on franchit une étape. Donc, le fait d'avoir réduit le levier, ça te permet d'être plus en force, plus loin. Enfin, on gagne sur tous les fronts, quoi. « 5 degrés d'amplitude en plus. De quoi faire toute la différence le jour de la compétition. Aller plus vite. Être le plus rapide. Sur ce tandem, 2 cyclistes hors normes. Michael Guichard, le pilote, et Élie de Carvalho, le stalker. À la suite d'une maladie génétique, Élie est devenu déficient visuel. Mais avec Michael pour le guider, il portera les couleurs de la France aux Jeux paralympiques de Paris. Leur atout, c'est ce tandem en fibre de carbone, conçu par les ingénieurs de l'avionneur Airbus. Il a été pensé pour être le plus léger, mais aussi le plus rigide possible. Car un vélo plus rigide, c'est un vélo plus puissant. Mais il est possible d'aller encore plus loin. Pendant leur épreuve, Élie et Michael vont rouler 28 km. Trouver la position la plus aérodynamique, c'est augmenter la puissance du tandem pour gagner plusieurs dizaines de secondes à l'arrivée. L'enjeu de ces tests, c'est simplement d'aller plus vite. On va commencer déjà au niveau de la position pour avoir l'aéro le plus optimisé possible. Pour cela, leur entraîneur peut jouer sur les réglages des prolongateurs, mais aussi sur le recul de la selle ou la position d'Élie. Pose ta tête là, ouais, comme ça, ok? Ouais. Parfait, on y va. Là, on a gagné pratiquement 10% en optimisant vraiment cette position et encore, on n'a pas fini. Donc, je pensais pas autant. Donc voilà.
ces 10% de gains, c'est l'équivalent de plusieurs années d'entraînement. Une fois la meilleure position trouvée, reste à choisir l'équipement qui leur permettra d'être les plus rapides. Du coup, sur la journée, on a gagné entre 65 et 68 watts. Donc voilà, beau bilan. 65 watts. De la puissance à l'état pur. La rencontre entre science et performance est peut-être l'un des plus grands bonds en avant que le sport ait connu. Il s'appuie sur une autre révolution, celle de l'acquisition et du traitement des données, grâce à la miniaturisation des capteurs. Pour les athlètes et les scientifiques qui les accompagnent, un seul impératif: remporter la victoire face à ses concurrents. À l'instant T, le jour J. D'avoir tous les Français derrière soi, sentir 5000 personnes qui ont des yeux que sur toi et qui te soutiennent, c'est incroyable. C'est juste être fier de représenter son pays. Je veux juste la plus belle médaille. Je ferai tout pour aller la chercher et que les Français soient fiers de moi. Comme Valentine Fortin, aujourd'hui, un sportif de haut niveau sur deux est une sportive. En 2024, les Jeux Olympiques de Paris seront les premiers à atteindre la parité homme-femme. Alors que les femmes participent aux Jeux Olympiques depuis 1900. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, leur présence et leur performance ne font qu'augmenter. Mais les hommes restent avantagés par leur biologie. Ils produisent 7 à 8 fois plus de testostérone que les femmes. La testostérone, c'est l'hormone responsable de la fabrication des muscles. Une hormone clé pour la performance. Tant et si bien que pendant la guerre froide, cela a pu conduire aux pires dérives. Les athlètes féminines de l'équipe soviétique, écoutez bien, l'équipe soviétique de gymnastique aux Jeux Olympiques de 68 devaient se retrouver obligatoirement enceintes quelques semaines avant la compétition pour se faire avorter tout de suite après, car médicalement il est prouvé qu'une femme enceinte produit un nombre plus important d'hormones masculines, ce qui la rend plus compétitive, plus forte donc. « 30 ans après la fin de la guerre froide, les hormones font leur retour dans la quête de la performance. Mais cette fois, aux antipodes des dérives du passé. Juliana Antero est épidémiologue à l'INSEP. Elle dirige un programme de recherche dédié aux femmes, à leurs hormones et à la performance. C'est le logo de ce programme de recherche qui s'appelle Empowerer. Donc, c'est une coupe qui représente la performance avec les trompes qui représentent alors l'utérus des côtés féminins. C'est un logo revendicatif. Si la performance des sportives est au cœur des préoccupations de Juliana, c'est parce que les femmes sont beaucoup plus sujettes aux fluctuations hormonales que les hommes. Pendant le cycle menstruel, les femmes produisent 2 hormones,
qui peuvent influer sur la performance. L'œstrogène, principalement en début de cycle, et la progestérone, après l'ovulation. Jusqu'à aujourd'hui, le cycle menstruel était un sujet tabou, perçu comme un handicap. Alors que c'est tout le contraire. Les estrogènes sont les hormones qui favorisent la performance. C'est une phase où les athlètes démontrent plus d'énergie, plus de motivation pour l'entraînement. Et ensuite, on observe la progestérone. Cette hormone-là, elle est plutôt associée en état de fatigue pour les athlètes. Ce qui est très intéressant, c'est que le cycle menstruel peut être une force. La force, elle vient déjà de comprendre sa physiologie et identifier les moments où il y a un boost hormonal pour tirer profit de cela. Un boost hormonal. Pour Juliana et son équipe, il ne s'agit évidemment pas d'influencer les athlètes à prendre ou non la pilule, mais bien de savoir comment tirer profit de leur choix individuel. Les sportives qui pourront profiter du plus fort boost hormonal sont celles qui suivent un cycle naturel. Mais d'autres, à l'image de Valentine Fortin, ont recours à des moyens de contraception hormonaux, comme la pilule contraceptive. Or, la pilule tend à réduire l'expression des hormones féminines. Mais pas complètement. Alors comment savoir si elle peut tirer profit d'un boost hormonal ? Agent ? Bien sûr. Très bien, merci. Première étape, Juliana et son équipe réalisent des prélèvements salivaires pour connaître le taux d'hormones de Valentine tout au long de son cycle. Deuxième étape, ils croisent ces données avec celles récoltées par les capteurs de puissance de son vélo. Objectif : connaître son cycle hormonal dans le détail, pour déterminer à quel moment Valentine est la plus performante. L'enjeu est de taille. Car à quelques mois des JO, Valentine a changé de stratégie. Elle expérimente une pause de 7 jours entre chaque plaquette de pilules contraceptives. 21 jours de pilule, puis 7 jours de pause. Alors qu'auparavant, elle enchaînait les plaquettes de pilules afin d'éviter les saignements les jours de compétition. Mais pour quel résultat ? Valentine, on s'est interrogé sur la qualité de tes entraînements et ton bien-être en fonction de ces deux paramètres, pause et prise des pilules. On a vu pour cette période d'entraînement, c'était surtout pendant la phase des pauses, ici c'est la colonne bleue, que tu passais plus de temps à très haute puissance et moins de temps pendant la phase de la pilule. Donc une fois que tu arrêtes cette pilule, le corps il dit j'ai plus d'hormones, il faut que j'en sécrète, donc ça augmente. Donc pour cette raison, on te recommande de ne pas faire des enchaînements des plaquettes et des pilules là dans cette dernière phase de préparation pour les Jeux Olympiques. Et surtout, nous avons regardé ton calendrier pour qu'on puisse être rassuré que ça tombe dans une phase où tu peux profiter d'un boost hormonal. Les JO tomberaient pile poil pendant la pause, donc dans la période où disons que, pour reprendre les termes de Juliana, tu as le boost hormonal. Ne change rien, les Jeux Olympiques devraient tomber dans une très bonne phase. L'exemple de Valentine prouve que toutes les athlètes peuvent potentiellement profiter d'un boost hormonal, qu'elles prennent ou non la pilule, à condition de connaître précisément leur cycle. Très bien. Parfait. Bon, t'as intérêt à te qualifier. C'est à la fin qu'il faut que tu lui dises. Apporter des données objectives. Permettre aux athlètes et à leur entraîneur de prendre les décisions les plus optimales. Un degré de personnalisation inimaginable il y a encore 20 ans.
Notre difficulté, c'est résister à l'effort intense, de résister à la douleur. Comme dans peu de sports, on peut le retrouver parce que sur 6 à 8 minutes, plein pot tout le temps. Préparer les rameurs à la compétition. S'entraîner 3 à 4 fois par jour. Afin de vérifier l'intensité des entraînements, il faut réaliser des prélèvements de lactate, un dérivé du sucre, le carburant des muscles. Plus son taux est élevé, plus l'effort est intense. Cette intensité et ce volume d'entraînement impliquent des besoins énergétiques énormes. De l'ordre de 5 à 7 000 calories par jour. Soit 3 fois les besoins d'un adulte. À commencer par des glucides, de l'énergie pour les muscles. Mais que faire lorsque cette alimentation ne suffit plus? Emma Lunati, je l'entraîne depuis plusieurs années. Je voyais bien que très souvent, il y avait une grosse baisse d'énergie systématiquement, sans qu'il y ait une raison particulière à cela. Et ça a commencé à m'intriguer. Et puis, il y a eu une compétition qui a été un déclencheur. Novembre 2021. Après les Jeux de Tokyo, sur 6000 mètres, moi, je suis à ce moment-là assez convaincue qu'elle peut gagner, qu'elle va gagner. Elle se lance très bien. 3 km, franchement, bien. Et puis là, je la vois se battre comme une lionne, mais un visage blanc, plus la même puissance par coup d'aviron. Je vois qu'elle lutte à chacun de ses coups. Et il n'y avait aucune justification technique, pas de limite non plus mentale. Je débriefe avec elle, je la retrouve blanche, 30 minutes après, encore blanche. En fait, elle venait de faire une hypoglycémie énorme. Mais je sais à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui est singulier à elle. Du coup, le lendemain, moi, j'appelle l'INSEP, le service d'aide à la perf. Puis je leur demande tout de suite de me mettre en relation avec un nutritionniste. On part de la théorie, on essaie de creuser sur d'autres aspects, des aspects purement scientifiques. Donc on fait de la recherche, on réfléchit, pourquoi elle, pourquoi une athlète féminine, pourquoi une rameuse à ce profil-là. Emma, c'est une énigme parce que sur le plan nutritionnel, on n'a pas la solution. Pourtant, Emma Lunati est une athlète exceptionnelle. L'un des meilleurs atouts de l'équipe de France d'aviron. Alors, que faire? La réponse du nutritionniste Valentin Lacroix, c'est ce capteur de glucose connecté. Développé pour les personnes diabétiques, il mesure en continu le taux de glucose dans le sang. Des données précieuses, transmises en direct au téléphone d'Emma grâce à une application. La première fois qu'on m'a mis les capteurs, j'ai cru que le nutritionniste et ma coach avaient tombé dans les pommes. Globalement, même moi, je me disais, mais c'est pas possible. Je passais les 3/4 de la nuit en hypoglycémie et la journée, c'était vraiment... En fait, on voyait même plus ma courbe, tellement elle n'était pas dans des données qui sont normales. Alors, aux grands mots, les grands remèdes.
c'est intéressant avec cet outil, c'est qu'on peut rectifier quasiment heure par heure, repas par repas, pour augmenter un petit peu, pour tester d'autres stratégies, d'autres aliments. Manger par exemple des bonbons, des fraises tagada par moment. Quand on voit qu'il n'y a un peu plus rien à faire niveau alimentation, bah, on va vers des aliments de ce type-là. C'est à la limite de la zone bleue qui est la zone d'hypoglycémie. Donc tu rajoutes une pâte de fruits, tu rajoutes une compote, ça te permettra d'encaisser les charges. Ça roule. Grâce au capteur de glucose, Valentin comprend qu'Emma ne doit pas seulement manger plus, mais surtout plus souvent. Alors terminer les 3 repas par jour. Emma Lunati doit en faire au moins 5. Je suis beaucoup moins en hypo, j'ai beaucoup moins besoin de manger pendant les repas. Et même globalement, en faisant ce protocole-là, je suis plus légère qu'avant. Là, aujourd'hui, je suis à 5 repas, et des fois 6 parce que je prends une collation des fois le soir à 21 h, ce qui paraît complètement dingue. Et pour autant, je suis beaucoup plus facilement à ce poids-là, voire même en dessous, alors qu'avant, pas du tout. Depuis qu'on est sur cette stratégie-là de manger plus régulièrement, Emma, comme les autres rameuses, s'affûte. Depuis 2021, moi, j'ai des masses grasses qui ne font que chuter alors qu'elles mangent plus et plus souvent. Manger plus et plus souvent pour s'affûter. La science apporte parfois des réponses contraires au sens commun. Pour l'aviron, comme pour tant d'autres disciplines olympiques, les corps et les muscles des athlètes sont au cœur des préoccupations des scientifiques qui les accompagnent. Rythme cardiaque, nutrition, sommeil. À l'approche de la compétition, plus rien n'est laissé au hasard. Mais comment permettre aux athlètes de progresser? Lorsque tous les curseurs physiques sont déjà poussés au maximum. Badminton, c'est les échecs du sport. On essaie de prendre le pas sur le cerveau de l'adversaire, de rentrer dans sa tête pour essayer de le dominer. Il n'y a pas 2 coups comme coup droit-revers, il y a une infinité de coups possibles dans le badminton. Un volant frappé à plus de 400 km/h. Le badminton est un sport où tout va très vite. Si le badiste prend son temps, prendre la bonne information, la bonne prise de décision, eh bien il est mort. Pour rajouter de l'entraînement aux joueurs sans risquer la blessure, la neuroscientifique Claire Kalmels parie sur un entraînement du cerveau. Grâce à la visualisation de séquences de jeu. Le cerveau, c'est un organe qui est extraordinaire. C'est-à-dire que le cerveau va créer de nouveaux circuits neuronaux qui, au cours de l'entraînement, seront de plus en plus utilisés. Léonis Huet est l'un des plus grands espoirs du badminton français. Voilà, on est prêt. Donc Léonis, quand tu veux. Mais pour progresser, elle doit réduire au maximum son temps de réaction. Donc on s'était vu la dernière fois, tu avais validé le niveau 5. C'est ça. Et là, donc tu passes au niveau expert. Ouais, t'as qu'1 seconde pour répondre. Pour cela, Léonis observe des séquences de matchs réels. J'aurais dû croiser. Bien vu. Et lorsque la vidéo s'arrête, elle doit décider de l'emplacement où le volant va tomber. Centre. Ah non. Après, on peut pas tout regarder, c'est ça qui est compliqué. Mais je pense que... en 1 seconde, c'est dur.
Tu peux prendre l'information inconsciemment. Plus Léonis avance, plus la séquence s'interrompt tôt, avant l'impact. Et donc, dans ce cas-là, en fait, le joueur qui s'entraîne, il est obligé de prendre d'autres informations que la trajectoire du volant parce qu'elle est plus présente. Et donc, il va prendre la position du corps dans l'espace. Est-ce qu'il est équilibré? Est-ce qu'il est déséquilibré? Est-ce qu'il est positionné à un endroit sur le terrain où il a beaucoup de solutions ou est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Le volant venait d'où? Et donc, dans ce cas-là, quels sont les espaces disponibles sur le terrain adverse avant la frappe? Et donc, on va avoir aussi bien de l'information qui va être tactique que de l'information qui va être biomécanique. De cette manière-là, en fait, on va forcer un apprentissage inconscient de l'athlète parce qu'il va observer des choses qu'il ne va pas se rendre compte. Bien vu. Là, on voit que tu es vraiment dans la réaction et tu n'as plus le temps d'analyse ou de réflexion et de changer d'avis et hésiter. C'est ça, en fait. Donc, tu vas directement. Donc, tu as beaucoup plus de certitude, donc tu dois mieux prendre l'information. Première fois, franchement, je ratais même, j'étais à plus d'une seconde, tandis que maintenant, enfin en tout cas sur les dernières que j'ai pu faire aujourd'hui, j'étais aux alentours de 600. Alors qu'on a augmenté la difficulté. Voilà. Les bénéfices de l'entraînement du cerveau vont encore plus loin. Il permet aux athlètes de continuer à progresser, même lorsqu'ils sont blessés. J'ai été blessé du coup pendant 4 mois à cause de mon dos. Donc j'ai utilisé l'outil pendant ces 4 mois pour essayer de garder un contact aussi avec le BAD malgré pas pouvoir bouger du tout, quoi. Je savais que ça allait marcher, je le savais au fond de moi, mais quand j'ai vu sur le terrain ce qui se passait, une fois que j'avais tout retrouvé à 100%, j'ai senti que c'était vraiment positif sur ma perte. On arrive mieux à détecter les micro-mouvements de l'adversaire quand il démarre son geste. Il va croiser. Ok. là j'ai dit c'est merveilleux pour les athlètes parce que ça va leur permettre d'optimiser leur performance en s'affranchissant de la pratique physique et donc en diminuant la probabilité de blessure. Allez, relâchez, grimace pas, voilà. Des entraîneurs. Toujours Axel. Des chercheurs. Des terrains. Mais aussi des stades. À l'INSEP, les athlètes français repoussent les limites du corps humain. Mais ils peuvent aller encore plus loin. Et pour cela, ils doivent aller beaucoup plus haut. Les athlètes de haut niveau ne peuvent pas performer sans passer par l'altitude. On vient passer du temps en altitude, en général c'est des stages de 3-4 semaines, voire plus, pour augmenter sa quantité de globules rouges, sa masse en hémoglobine, pour arriver à augmenter le transport de l'oxygène via le sang. Augmenter le transport de l'oxygène via le sang. Plus l'altitude est élevée, moins il y a de dioxygène dans l'air. Pour s'adapter, l'organisme produit donc davantage de globules rouges. Mais il est possible d'aller encore plus loin, en entraînant ses muscles à utiliser davantage de dioxygène. À 34 ans, Hassan Chadi est l'un des meilleurs marathoniens français. Il s'entraîne dans une salle hypoxique, appauvrie en dioxygène. En coulisses,
un mécanisme filtre le dioxygène de l'air insufflé dans la salle. Combiné à l'altitude du site de Font-Romeu, déjà pauvre en dioxygène, la salle hypoxique est capable de créer des conditions d'entraînement impossibles à retrouver dans la nature. Je te mets le saturomètre pour enregistrer ta saturation artérielle pendant la séance. Ensuite, je te laisse mettre le cardio. Et ensuite, je te mets le capteur pour la saturation musculaire. Échauffement, 9,5. Au début, tranquille, pendant 5 minutes. Hassan s'apprête à courir à la vitesse de 14 km/h pendant 1 heure, à 5000 mètres d'altitude, soit plus haut que le sommet du Mont Blanc. Avec une concentration en dioxygène de seulement 11%, contre 21% au niveau de la mer. Et cette altitude-là, en fait, elle va engendrer un stress supplémentaire qui, au final, serait impossible dans la vie réelle, puisque c'est pas possible de courir sur un rythme marathon au sommet du Mont Blanc. Mais là, sur le tapis, dans cette salle, on est capable de stresser un petit peu plus son organisme pour aller jouer sur l'utilisation de l'oxygène musculaire. Jouer sur l'utilisation de l'oxygène musculaire. En d'autres termes, ne rien gâcher. Entraîner les muscles d'Hassan à utiliser la plus grande quantité d'oxygène possible pendant l'effort. Pour cela, Hassan va se livrer pendant 1 heure à un effort intense. Dans des conditions d'oxygénation difficilement supportables, même au repos. Ouais. On a du mal à mettre en route. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ouais. En tout cas, les valeurs, c'est bien là. Tout au long de la séance, Grégory Doussande va monitorer Hassan. Fréquence cardiaque. Taux de lactate dans le sang. Mais la donnée la plus critique, c'est la saturation en dioxygène des muscles d'Hassan. Plus ce chiffre est élevé, plus les muscles d'Hassan sont capables de brûler de l'oxygène. Et plus Hassan est performant. C'est top là. Par rapport à la séance qu'on a fait il y a 2 jours, ce qu'on observe, c'est déjà un switch vers le bas de la fréquence cardiaque. Puisqu'on a 3-4 battements par minute de moins pour une même allure. Ensuite, ce qu'on observe, c'est que par exemple, sur la saturation musculaire en oxygène, il est 5 à 8% plus haut que ce qu'il était il y a 2 jours. Ça veut dire que son muscle, il utilise mieux l'oxygène pour courir à une même vitesse. Donc c'est une meilleure économie en fait. La salle hypoxique de Font-Romeu repousse les limites du corps humain en créant des conditions d'entraînement extrêmes. Extrêmes comme les chaleurs attendues aux Jeux Olympiques de Paris. Le rugby à 7 est l'un des sports les plus intenses qui soient. D'autant plus intense que les tournois se déroulent souvent dans des climats chauds. Et pour préparer les organismes à ces matchs ultra éprouvants, l'équipe de France de rugby à 7 a trouvé une solution particulièrement exigeante. Les joueuses s'entraînent dans une salle environnementale. Elles combinent l'hypoxie à la chaleur et à l'humidité. Ici, les joueuses peuvent s'entraîner à 35 degrés Celsius, à 2500 mètres d'altitude et dans 40% d'humidité. Le maître mot, l'intensité. Le meilleur moyen d'être entraîné à ces conditions, c'est de s'entraîner dans ces conditions. L'objectif, c'est de s'acclimater à un effort qui soit intense et ce qu'on va rencontrer certainement en compétition sur ces chaleurs et sur l'engagement physique que ça demande. On cible les efforts très intenses puisque c'est la nature du rugby à 7. Avec un effet bénéfique sur la performance. Car la chaleur a le même effet que l'altitude. Elle stimule la production d'hémoglobine. Super, hein? Belle Pmax.
Double P max. Bien joué, c'est bien. Être le plus rapide. Courir plus vite. Sauter plus haut. Mais aussi être plus fort. Le test VO2 Max. C'est le Graal des évaluations de la performance. 3, 2, 1, c'est parti. Super Emma. Parfait. Allez. Ah, le rebond. Tac. Le test VO2 Max n'a qu'un seul but, déterminer le niveau maximal de dioxygène utilisé par l'organisme de chaque athlète. Aujourd'hui, c'est à Margot Bailleul, la partenaire d'embarcation d'Emma Lunati, de se lancer. Pour évaluer sa VO2 Max, elle s'apprête à ramer par tranche de 3 minutes. Chaque palier correspond à une puissance en watts que Margot doit produire. Pour cela, elle va devoir tirer et fournir un effort de plus en plus important, jusqu'à l'insupportable. Toutes les 3 minutes, on prend 40 watts. Il faut les chercher, en fait. Les 40 watts du début, ils sont faciles à prendre. Les 40 watts de la fin, ils sont très difficiles à aller chercher. Tu manages le truc à l'économie. Il faut être stratégique sur ce test-là. La puissance, à un moment donné, commencera à chuter. Tu ne tiendras plus la cible. Tant que Camille ou moi ne te disons de pas poser le manche, c'est que tu fais des relances ou c'est que pour nous, c'est encore OK. 50 secondes. Margot, t'as que des choses à gagner, que des repères à aller chercher. Tu ventiles. OK? 20 secondes. Ouais, quand tu veux. 140. Donc c'est hyper léger, hein, Margot, pour toi, 140. Hein. Du bout des doigts, tu l'as déjà. Hein. Ce masque permet de quantifier la quantité de dioxygène qui pénètre dans l'organisme de Margot et celle de dioxyde de carbone qui va en sortir. En bleu, le dioxygène utilisé par l'organisme. En rouge, le dioxyde de carbone expiré pendant l'effort. Du coup, 180, le prochain. Lorsque le volume de CO2 expiré sera supérieur à l'oxygène utilisé par l'organisme, c'est que Margot aura atteint sa performance maximale. Après, c'est l'asphyxie. Impeccable ça, Margot. Nickel. Et Margot ne s'arrêtera pas avant. Donc là, tu l'as lancé, ta roue, maintenant souple et maligne dans la reprise pour que tu puisses être souple le reste du temps. Son but ? Atteindre le palier le plus élevé possible. OK, tu reprends le manche. Voilà, 260. Et j'ai le temps de ventiler. Pendant toute la durée du test, Alison Diry va réaliser des prélèvements de lactate, un déchet du sucre utilisé par les muscles. Cette valeur indiquera si Margot est bien au niveau d'intensité attendu pendant le test. 340. Tu l'as déjà démarré. À ce jour, tu l'as jamais terminé. Et tu es évidemment plus forte qu'avant. Voilà, là, tu es sur les bases de ton record. Et là, maintenant, tu es meilleur. Ouais. Super. Ouais. Allez, on relance. C'est parti, c'est parti. Allez. Et là, on met les jambes et le compte de cou. OK.
Margot, le prochain, c'est 380. De toute l'histoire, il n'y a que 3 Françaises qui sont allées chercher ce palier. OK? Tu as déjà battu ton record. Chaque 10 secondes de gagner, c'est toujours bon à prendre. Quand tu veux. Allez. Voilà. Et là, t'es puissante, t'es longue, t'es puissante, tu l'as. Allez, tu poses 380. C'est bien. Et Margot, elle a le culot d'être relâchée à 380. Allez. Parce qu'elle est puissante. Allez, tout de suite. Le rebond. Allez. Là maintenant, voilà, tu mets un peu de tempo. Un peu de tempo. Allez, ça relance là. 3 quarts jambes. Allez, C'est parti. la taille masse. Allez, Margot. Ok. Très bien. Margot, c'est très bien. T'es dans le top 2 jamais fait. OK? C'est très bien. T'es libéré. Pendant 3 minutes, elle est plus forte que la dernière fois qu'elle a passé. Donc ça prouve simplement que elle a bien travaillé, elle a progressé. C'est tous les matins ce pourquoi elle se lève en fait. À la veille des Jeux Olympiques de Paris, ce résultat prouve que Margot Bailleul est plus forte que jamais. C'est une validation de tous ses efforts, mais aussi de ceux qui l'ont accompagnée. Entraînement après entraînement. À l'aide de données personnalisées toujours plus précises et d'équipements toujours plus performants. In the yearbook, cut the cake like a cook. Gucci on my hook, serving look I made them surf. Trippin', got them all in check. Booty like a treasure chest. Yeah, I'm coming through and I'm looking like a 10. Whoa. Looking so good, got the whole block shook. Money on my mind, swear to God I won't stop. Got a bunch of bands in my pocket, watch full of rocks. Pocket stay fat, keep 100 in the stocks. Look.